Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo avec un bref retour d'expérience sur comment devenir DevOps. C'est une question qui revient très souvent dans les lives, des questions de personnes qui sont un petit peu perdues sur le cheminement pour le devenir. Il y a plein d'aspects, on va dire qu'il y a certains aspects où généralement on parle de la philosophie DevOps, et effectivement c'est une approche, on va dire, une philosophie, c'est-à-dire qui tend globalement à l'automatisation d'un point de vue général, que ce soit dans le déploiement, dans les infrastructures, dans le code, etc. Ça repose généralement sur aussi de la mise en application de certaines pratiques telles que les méthodes agiles, type Scrum, etc. Et donc, on s'y perd un petit peu. Beaucoup de gens parlent de philosophie, mais derrière, ça déploie aussi, ça se retrouve sous forme de job, tout simplement, de métier, de poste. Et donc, du coup, on ne comprend plus très bien les choses. C'est pas moi qui vais éclaircir les choses, puisque en fait, elles sont complexes, liées à la manière dont les gens abordent les choses, et parce que ça permet de résoudre certains problèmes en assimilant certaines choses. Ce n'est pas du tout l'objectif de la vidéo. Là, on va parler plutôt technique. Et on va mettre de côté la philosophie de cette approche qui, on va dire, repose sur l'automatisation. D'une autre manière également, on va tout de suite balayer une certaine chose. Certaines personnes estiment que devenir DevOps, voilà, il suffit de suivre une formation de 2-3 sessions et on peut devenir DevOps. Je ne pense absolument pas. Pour moi, le DevOps, c'est du quotidien et c'est tout le temps qu'on doit continuer à apprendre, y compris dans ces méthodes de formation et d'auto-formation. Je pense que un DevOps, un de ses éléments clés, ça va être l'auto-formation et la capacité à suivre des tutos, à suivre des blogs, à suivre l'actualité, à trier la bonne actualité et à suivre cette tendance. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. On aura l'occasion d'y revenir parce que voilà, il y a beaucoup de choses à dire dans tous ces domaines. Bref, une fois qu'on a mis tout ça de côté, moi, qu'est-ce que je vous propose, ou en tout cas, quels sont mes ressentis par rapport à ça et quelle approche j'ai par rapport à ça. Donc ça, c'est quelque chose qui est un retour personnel, vraiment strictement personnel. Chacun son avis, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Bien sûr, vous pourrez avoir un avis totalement contraire, ça ne me gêne pas du tout. Première chose pour moi, voilà, un DevOps doit avoir une connaissance système. Donc ce qu'on va faire, déjà, première chose, si vous voulez avoir une réponse également en mode texte, vous pouvez aller sur la page d'accueil de xavki.blog. J'ai déjà expliqué un peu tout ce cheminement et qu'est-ce que je mets à votre disposition. Il n'y a pas tout, attention, mais qu'est-ce que je mets à votre disposition de manière gratuite dans les playlists que je fais et pourquoi je les fais, du coup ça donne un petit peu plus de sens. Donc n'hésitez pas à cliquer sur vous abonner au niveau de la chaîne si vous voulez pas manquer les prochaines vidéos. Si vous voulez soutenir la chaîne, me soutenir, vous cliquez sur rejoindre si vous le souhaitez. On va partir d'une page blanche, tranquille. Donc comme je vous disais, pour moi, il faut avoir des bases avant de commencer à devenir DevOps. C'est-à-dire que on ne veut pas devenir DevOps sans avoir préalablement une formation, une expérience dans des domaines, soit côté dev, soit côté ops. Pour moi, c'est inévitable. Et quoi qu'il arrive, si vous venez d'un domaine ou de l'autre, l'objectif, ça va être de tenter de combler votre vide, ou en tout cas d'essayer de temps en temps de pratiquer le domaine que vous n'avez pas pratiqué entre l'un et l'autre. Pour moi, c'est quelque chose qui est vraiment essentiel. Déjà, première chose. Pour moi, voilà, si vous deviez démarrer un petit peu d'une page blanche, et en tout cas, moi, ça a été mon cheminement à peu près, ou en tout cas, à très grosse maille, l'administration système, pour moi, c'est la base. Donc, sysadmin, pour moi, c'est un truc, alors je dis pas forcément faire le métier, mais sysadmin, pour moi, c'est un élément qui est extrêmement important, d'avoir une bonne connaissance du système, une connaissance aussi du hardware en dessous. Ça, c'est quelque chose qui est très important. Et pourquoi je dis ça? Parce que si vous voulez vous démarquer des autres personnes qui arrivent sur le marché à l'heure actuelle dans le domaine du DevOps, c'est un point important. Et si vous voulez faire partie des gens qui sont à l'aise dans ce domaine-là, c'est une brique qui est très importante et qui vous servira dans les années à venir, j'en suis convaincu. Donc
derrière vont découler pas mal de choses par rapport à cet aspect-là. Le système, c'est la clé de voûte de l'ensemble. Donc c'est pour ça que plus ces fondamentaux sont forts, plus vous serez à l'aise sur plein de choses. C'est des éléments qui vont revenir toujours et tout au long de votre carrière, quoi qu'il arrive. Bien sûr, derrière, quand je parle sysadmin, on va dire que la très grande majorité des serveurs, c'est du Linux. Windows, moi personnellement, je l'ai balayé un petit peu du revers. Non pas que parce que je déteste, etc. Voilà, il y a toujours les querelles de clocher par rapport à tout ça. Mais il est un fait, c'est que la majorité, et plus que la majorité des serveurs dans le monde entier d'administration de systèmes font référence à Linux, point barre. Voilà, ça c'est indiscutable, c'est un fait. Donc du coup, si vous voulez matcher avec le marché du travail, c'est également un fait, il faut toucher à Linux, c'est inévitable. Donc, quand je dis sysadmin, alors si vous voulez faire au niveau de la chaîne, il y a très peu de choses par rapport à l'administration système, c'est un petit peu ce que je m'auto-déplore, on va dire, mais néanmoins, je vous donne une piste, et c'est un livre dont j'en avais parlé, mais j'avais pas le nom au moment où j'en ai parlé, un très très bon livre, donc sans le marque-page de ma fille, hein, mais Unix and Linux System Administration Handbook, et dedans vous avez un petit millier de pages. C'est un super livre aux éditions, donc qui sont aussi de très bonnes éditions Pearson. Et ça aborde vraiment plein de choses, à la fois des choses de l'ordre du système lui-même et à la fois des choses élémentaires que l'on va faire avec le système. Par exemple, un DNS bind, par exemple, je sais pas, un postfix, etc., etc. Et honnêtement, vous perdiez pas votre temps à le suivre, ce livre. Alors ça demande du temps, ça j'en suis conscient. C'est la difficulté, on ne devient pas DevOps, comme je le disais, du jour au lendemain, sans pratiquer non plus, etc. Je ne pourrais pas dire le contraire, je sais que plein de gens aimeraient entendre le contraire, je ne pourrais pas le dire. Aussi, à travers l'administration système, pour vous donner un ordre d'idée de choses que je mets à disposition, vous avez la playlist Estras et vous avez la playlist SSH, qui sont des bribes de choses à connaître. Estras, si vous voulez vous donner un ordre d'idée, l'idée c'est de commencer à gratouiller un petit peu avec, et quand vous commencez à gratouiller un petit peu avec Estras, vous avez des notions telles que les IO, telles que le load average, telles que je sais pas, les forks, les process zombies, les syscalls, le kernel land, le user land, etc. Toutes ces choses là, c'est des choses qui doivent vous parler. Je dis pas les connaître dans le détail, etc. de comment ça fonctionne derrière, mais c'est quelque chose qui doit commencer à vous titiller un petit peu quand vous commencez à atteindre un certain niveau en administration système. Donc c'est vraiment une connaissance du système. Ça c'est important. Alors on va continuer. Ensuite vient avec l'administration du système pas mal d'autres choses. Dans ces autres choses, on va tout de suite se dire administration d'un système c'est bien, administration d'un parc de serveurs c'est beaucoup mieux, et c'est le monde de l'entreprise tout simplement. Donc pour ça, il existe différentes technologies. Au niveau de la chaîne, moi ce que je vous propose c'est Ansible, et vous avez également Salt présent au niveau de la chaîne. Après, si vous voulez miser sur celui plutôt que d'exploser sur l'ensemble des technos qui existent dans ce domaine-là, vous avez Ansible qui est on va dire le leader un petit peu incontesté, en tout cas le plus recherché au niveau du secteur actuellement. Vous allez retrouver Salt, SaltStack également, vous avez Puppet, vous avez Chef, vous avez Capistrano, vous en avez plein d'autres. Voilà, l'idée c'est, dans l'approche globale de ce que je vous propose aujourd'hui, c'est d'essayer de trouver un petit peu les leaders du marché, ceux que vous allez retrouver le plus souvent dans les offres d'emploi que vous allez retrouver. Donc Ansible en fait partie, et je trouve que c'est plutôt une très bonne corde à son arc. D'où la connaissance de SSH, qui est aussi assez intéressant pour un petit peu mieux comprendre Ansible et pouvoir le débugger également. Donc ça c'est quelque chose qui est important. On va se faire une petite flèche. Hop, voilà. Donc ça c'est un point important. Vient également avec cet aspect-là, c'est très bien de déployer des choses avec Ansible sur un parc, mais l'idée c'est de se faire la main sur des choses utiles. Et donc parmi les choses utiles qui viennent généralement dans les tout premières choses, c'est ce qu'on appelle les reverse proxy, à savoir donc parmi les plus connus, Nginx,
HAProxy, donc ils font à la fois load balancer un petit peu tous. Après vous allez retrouver Traffic, vous allez en retrouver pas mal d'autres. Le mieux c'est de se pencher sur les leaders du secteur. Très souvent voilà, quand vous avez fait Nginx et HAProxy, vous avez déjà fait pas mal et abordé des choses assez différentes. Donc ça vient avec, et du coup c'est assez intéressant de coupler ça à Ansible, c'est-à-dire que quand vous allez apprendre Ansible, l'idée c'est pas de déployer et de faire des trucs automatisés qui servent pas forcément à grand chose sur Ansible, mais de coupler ça à l'apprentissage de la techno, d'une autre techno. Par exemple, voilà, j'apprends Ansible, mais au travers de l'apprentissage d'Ansible, j'apprends en même temps à déployer des reverse proxy, par exemple Nginx ou HAProxy, pour faire du templating, etc. Donc là, faut faire de l'utile en même temps avec Ansible, c'est ça qui est super intéressant avec Ansible, et si vous voulez passer le cap au-dessus avec Ansible en matière d'apprentissage, c'est-à-dire que le jour où vous voulez découvrir une techno, on va dire par exemple, je veux découvrir HAProxy, ce que je peux faire comme réflexe, c'est je vais sur Ansible Galaxy, comme ceci. Ansible Galaxy, c'est là où il y a tous les dépôts publics, et c'est la force assez fondamentale de Ansible, c'est la capacité à partager ses rôles, c'est-à-dire les recettes de déploiement. Et derrière, vous allez taper HAProxy, par exemple, comme ceci, et là vous allez retrouver plein de rôles dédiés à HAProxy. Alors vous prenez ceux qui sont un peu les plus téléchargés, qui ont éventuellement les meilleures notes, etc. Voilà, peu importe lequel, et vous en prenez un, et ce que vous faites, vous allez sur le dépôt Git, et vous regardez un petit peu comment ça s'installe. Déjà, vous allez retrouver des fondamentaux de l'installation, vous allez retrouver également les setups, le templating qui est fait avec, pour bien comprendre qu'est-ce qui doit varier d'une instance à une autre, etc. Donc ça va donner déjà plein d'éléments, et moi je sais qu'à une époque, en tout cas, c'était une méthode qui m'a beaucoup aidé sur les installations, par exemple de Cassandra ou d'autres outils. Donc ça, quelque chose de très important, me semble-t-il. Une fois qu'on a fait ça, c'est très bien, on va découle de Ansible, on va dire, et qui va servir bien sûr par ailleurs également, des outils qui sont plutôt des ordonnanceurs de tâches. Donc des ordonnanceurs de tâches, leur rôle c'est quoi? C'est de déclencher des choses, soit à une fréquence régulière, soit sur modification de quelque chose, de déclencher du code ou de l'infra as code plus globalement. Donc derrière, par exemple, c'est là où je trouve intéressant en termes de gain et d'efficacité, c'est Jenkins. Jenkins, il est très facile à comprendre pour des tâches un petit peu basiques, et vous allez pouvoir faire couvrir plein de cas de figure avec Jenkins. Alors je sais qu'il est un peu old school pour certains, néanmoins il est ultra polyvalent et bien plus polyvalent que la plupart des autres. Donc ça c'est une force de Jenkins, et vous le retrouvez dans pas mal d'entreprises. Donc du coup c'est vraiment un outil qui est assez sympathique, et qui va vous permettre du coup de planifier des lancements de Ansible par exemple, d'avoir une liste déroulante pour choisir des playbooks que vous allez lancer, ce genre de choses. Donc là ça va donner une autre dimension à vos infra as code par exemple. Donc ça c'est quelque chose qui est important à ce stade. Vous retrouvez donc des playlists sur la chaîne pour Ansible, vous retrouvez des playlists sur Jenkins également sur la chaîne, donc ça c'est quelque chose qui est très sympathique. Couplé à ça, vous avez également une playlist qui est extrêmement utile je pense, c'est la playlist dédiée à GitLab, sur deux aspects. Donc l'aspect complémentarité, non, concurrence avec Jenkins pour l'aspect GitLab CI, ça vous pouvez y toucher, mais sinon sur un autre aspect qui est on va dire primordial et qui n'est pas couvert par d'autres, en tout cas très peu, c'est l'aspect dépôt de code. Comprendre comment fonctionne un dépôt de code, comment fonctionne Git, etc. Donc vous avez ces éléments-là dans la playlist GitLab, vous avez ces éléments-là aussi dans la playlist Git qui sont présents sur la chaîne. Je trouve que pour moi c'est on doit l'avoir dans un petit coin. Peut-être mettre de côté GitLab CI/CD si on fait Jenkins, ou ne pas faire Jenkins et voir GitLab CI/CD. Ou bien sûr, dans le meilleur des cas, faire les deux, et comme ça donne encore plus d'idées sur la différence entre les deux. C'est un point qui souvent manque, un point critique entre les deux, et je trouve que c'est assez intéressant de pouvoir mieux comprendre la différence entre les deux. Alors une fois qu'on a fait ça, on a déjà fait un petit pan, on a fait un pan
on va dire, de l'automatisation d'un point de vue un petit peu général, et on est prêt à faire éventuellement de la CI/CD. Donc là, il y a la playlist Devenir DevOps. Là, celle-ci, c'est vraiment, on va dire, si vous voulez vous faire un petit peu plaisir pour mettre plein de choses bout à bout, vous avez cette playlist qui peut vous aider. Néanmoins, on va dire que c'est pas forcément nécessaire, parce que si vous bossez bien ces sujets-là, couplés à ce qu'on va voir avec Docker, ça va venir un petit peu naturellement, et éventuellement vous pouvez y revenir un petit peu plus tard. Donc ça, c'est plutôt, on va dire, quelque chose qui va être en pointillé, comme ceci, et pas forcément d'une utilité tout de suite, quoi, en fait. Alors que beaucoup de formations axent leur formation DevOps sur la mise en place d'une CI/CD. Effectivement, c'est quand il y a un job en entreprise qui est fléché sur le DevOps, un job de DevOps, c'est faire une CI/CD, ça c'est clair. Mais une fois que vous connaissez bien Ansible, vous connaissez bien Jenkins et GitLab, honnêtement, faire une CI/CD, c'est juste, on va dire, faire couper du beurre, hein, un petit peu. Donc devenir DevOps, c'est la mise en application de ces choses-là. Vous pouvez la voir si vous le souhaitez, mais en tout cas, voilà, ça vous permet de couvrir cet aspect-là, ici, permet de couvrir la CI/CD, donc ça, c'est quelque chose qui est assez important. Une fois qu'on a fait ça, il y a quand même quelque chose, une brique qui est fondamentale au jour d'aujourd'hui, c'est la conteneurisation. Donc la conteneurisation, le meilleur point d'entrée, même si c'est une techno qui est un petit peu chahutée, c'est Docker. Inévitablement, c'est Docker. Pourquoi ? Parce que Docker est le meilleur point d'entrée, je pense, pour faire de la conteneurisation. C'est une techno qui vulgarise et qui popularise beaucoup la conteneurisation. Donc par sa facilité d'utilisation et par la documentation qui est présente à la fois sur la doc de Docker, mais aussi présente sur le web, il y en a vraiment pléthore, et vous allez trouver différents degrés de documentation. C'est ça qui est aussi très intéressant. Vous allez beaucoup mieux comprendre la conteneurisation. Une fois que vous avez compris comment fonctionne Docker, je trouve que ce qui est intéressant, sans rentrer forcément dans les détails, c'est de toucher à un autre mode de conteneurisation. Pourquoi ? Parce que ça va vous permettre de comprendre de ce que fait Docker et de ce qu'il utilise, et ce que font d'autres modes de conteneurisation et ce qu'ils utilisent. Et vous allez voir qu'il y a plein de points communs, et ça va permettre de placer des fondamentaux aussi encore dans votre tête un petit peu, et de revenir aux fondamentaux du système. Qu'est-ce que, par exemple, les C-groupes, les namespaces, ce genre de choses que vous n'allez pas forcément aborder au premier abord. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. C'est pour ça que sur la chaîne, j'aborde LXD, mais peu importe, LXD ou autre chose, c'est quelque chose qui est très important à aborder. En tout cas, la conteneurisation au sens général, être capable de prendre du recul par rapport à la conteneurisation. Qu'est-ce que fait Docker ? Quelles sont ses couches basses ? Sans forcément connaître le détail au début, mais c'est quelque chose qui est important. Vient à côté, bien sûr, l'aspect virtualisation. Et ça, c'est quelque chose qui est important, qui est parfois un petit peu plus délicat à aborder si on veut faire par exemple du VMware sur son laptop, etc. Il y a possibilité de le faire. Vous avez une playlist qui est dédiée à KVM sur la chaîne. Si vous voulez faire, vous pouvez en faire avec KVM. Voilà, vous pouvez vous amuser un petit peu avec, découvrir la virtualisation. C'est quelque chose qui est aussi très important quand on est dans le monde de l'entreprise. Voilà. Alors une fois qu'on a découvert Docker, vient 2 degrés dans le mode d'orchestration de conteneurs. Premier degré, on va dire, et je pense que c'est une étape qui est nécessaire sans passer énormément de temps dessus, c'est de passer par exemple Swarm, qui est un mode d'orchestration des containers Docker, qui est old school, qui sera peut-être déprecédé, etc. Néanmoins, il est tellement facile à découvrir, et on peut très rapidement se faire plaisir à faire des petites choses avec, que ça vaut le coup de passer par cette étape-là avant de passer par l'étape, on va dire, ultime, c'est Kubernetes, qui apporte vraiment beaucoup de choses avec. Alors, attention, Kubernetes, c'est la boîte de Pandore, c'est l'ouverture des poupées russes, etc. Vous pouvez rapidement vous y perdre. Pourquoi ? Parce qu'il y a plein de gens
qui sont très centrés Kubernetes parce que ça buzz, voilà, etc. Donc quand vous avez trouvé de l'information, vous allez vous retrouver face à des gens qui vont vous lister plein d'outils, de tools Kubernetes. Alors c'est très bien, c'est fun, c'est cool, ça s'apparente à un jeu. Néanmoins, ça sera pas utile en entreprise. Il y a des fondamentaux, des technos fondamentales au niveau de Kubernetes, et déjà, il faut déjà s'orienter vers celle-ci, déjà savoir comment fonctionne Kubernetes, et ensuite passer aux technos fondamentales, et éventuellement, si vous avez du temps entre guillemets à perdre, vous pouvez passer à suivre les gens qui font qui suivent tous les petits tools de Kubernetes, etc. Les dashboards à gogo, etc. Pour moi, je trouve que c'est pas du bullshit. Ça existe, c'est sympa, c'est amusant, mais dans le cadre professionnel, il y a beaucoup de choses qui sont inutiles, ou pas adaptées, ou juste de l'ordre du plaisir. Donc il faut vraiment faire la part des choses là-dessus, sinon vous pouvez vous y perdre et ne plus avoir de temps à consacrer aux autres éléments à côté. Donc moi, voilà, il y a même des sources d'informations que je ne suis plus à cause de ça, parce que voilà, je vois plein de choses, et je sais que c'est des choses qui, voilà, en ayant bien suivi, en ayant une approche un petit peu méthodique par rapport à tout ça, je sais qu'il y a beaucoup de déchets dedans, de petites choses qui ne vont pas m'intéresser. Pourquoi ? Parce que tout simplement, Kubernetes permet très facilement d'utiliser son API, etc. Et donc du coup, beaucoup de gens développent plein de petits tools open source dessus, avec plus ou moins d'avenir suivant les cas de figure. Donc c'est ça qui est important d'identifier, en revenir à la liste des éléments de la CNCF éventuellement. Donc ça, c'est un pan qui est important. Une fois qu'on veut faire du Kubernetes, si vraiment vous avez un axe important sur Kubernetes, moi, je vous le propose au niveau de la chaîne, et je pense que c'est un indispensable parce que c'est le seul outil qui a ce niveau-là. C'est quand on fait de l'orchestration de containers avec Kubernetes, il y a un élément qui est important, c'est la capacité à instancier des choses. Et donc pour ça, il faut avoir un bon moteur de templating. Et pour avoir un bon moteur de templating, il y a Helm, qui est un dépôt distant. Alors beaucoup de gens le trouvent que c'est sa meilleure qualité. Non, je pense que sa meilleure qualité, c'est le templating qui permet de partager par la suite les choses. Et donc Helm est un élément fondamental une fois qu'on a tracé sa route vers Kubernetes. Pour moi, c'est un must-have qui me semble assez important. Donc ça, on va mettre ensuite de côté un petit peu ces choses-là. Alors je sais que c'est beaucoup de techno, mais comme je vous disais, voilà, le DevOps, ça s'improvise pas. Ces métiers-là, ça s'improvise pas. Là, on parle de passer de sysadmin à DevOps et éventuellement SRE par la suite, par exemple. Donc du coup, là, c'est vraiment un cheminement qui est à vous de trouver votre voie, de trouver les entreprises qui vont vous permettre aussi de travailler ces domaines-là. C'est un couplet avec la vidéo où je vous disais le plan de carrière, c'est à coupler avec. Bien sûr, là, on a fait une petite partie des éléments. Dès lors qu'on fait de l'administration système, on ne fait pas d'administration système sans superviser un système, en tout cas me semble-t-il, et sans observer un système. Donc il y a la partie observabilité. Alors on va pas parler d'observabilité au sens large, donc du coup on va mettre de côté ce terme-là, mais on va parler donc du monitoring. Donc le monitoring pour moi c'est Prometheus. Alors pourquoi Prometheus me semble le point d'entrée, on va dire un des plus utiles, d'une part parce que cette techno-là se développe de plus en plus, parce que cette techno-là est l'une des seules à peu près à pouvoir monitorer Kubernetes de manière dynamique, efficace, et de pouvoir le placer dedans. Vous avez plein de une playlist Prometheus sur la chaîne si vous le souhaitez. Vous avez plein d'éléments également dans cette playlist qui permettent de vous montrer comment on monitore un cluster cube, etc. Donc il y a déjà pas mal de choses. Donc Prometheus c'est un pas important, bien sûr on le coupe à Grafana, c'est un petit peu on va dire inévitable. Ensuite il y a plein d'autres technos dans le domaine du monitoring qui sont aussi très bien, qui peuvent se coupler à Prometheus. On va parler de Zabbix et plein d'autres, Munin, Nagios, etc. Mais voilà. Donc ça, c'est aussi un élément très important. Dans le domaine de l'observabilité, et si vous voulez coupler ça à, on va dire, à de l'utile, on va le faire comme ça, il y a aussi l'aspect centralisation de log. Donc la centralisation de log, on va dire que au jour d'aujourd'hui, si vous voulez faire
efficace, c'est ELK. Voilà, donc derrière, à vous de trouver un petit peu le degré des choses en termes de profondeur dans lequel vous voulez travailler. Pareil, il y a une playlist ELK sur la chaîne. Et là, le but, ça va être, il y a deux aspects. Il y a l'aspect centralisation de log, on va apprendre la centralisation de log, etc. Ça, bien sûr, c'est quelque chose qui est important, comprendre, éventuellement alerter, etc. Mais au-delà de ça, ELK repose sur une base de données, et donc il y a un aspect dont on n'a pas parlé pour l'instant, et qui est important pour un DevOps, c'est l'aspect base de données. Donc des connaissances, des notions en matière de base de données. Alors, on va faire comme ceci, hop, voilà. Donc du coup, qu'est-ce qu'il y a comme élément important en base de données? Tout simplement avoir connaissance d'un moteur SQL. Ça peut être, donc moi sur la chaîne, je vous ai proposé Postgres, mais vous avez MariaDB, etc. Pas forcément de manière poussée, mais comprendre comment ça fonctionne, le SQL en tout cas en général, ce qui va vous permettre ensuite d'enchaîner avec un deuxième élément et qui est couplé du coup à ELK, en tout cas vous pouvez faire un petit peu coup double, c'est le NoSQL. Donc avoir dans l'esprit, qu'est-ce que c'est que le NoSQL, pourquoi donc on a des bases de données, alors on dit NoSQL, mais on va dire plutôt distribué versus master-slave qu'on va retrouver, ou multi-master qu'on va retrouver en mode SQL. Quelles sont la différence et dans quel cas de figure on utilise l'un ou l'autre? Vous avez aussi des vidéos sur la chaîne qui vous expliquent ça. Vous avez des vidéos si vous voulez faire du NoSQL, donc vous avez toute la playlist dédiée à ELK et Elastic. Vous avez du Cassandra, vous avez du Couchbase sur la chaîne. Sur le SQL, vous avez Postgres. À vous de faire un petit peu votre choix, à vous de vous arrêter aussi suffisamment tôt pour avoir encore du temps pour découvrir d'autres choses. Mais voilà, ça c'est important. Et donc, comme je vous disais, vous pouvez faire un petit peu coup double, c'est-à-dire que quand vous découvrez ELK, ayez en tête que ELK, ce n'est pas que pour de la centralisation de log, ça permet tout simplement de faire du stockage donc en base de données orientée document, en mode distribué, et peu importe que ce soit des logs ou autre chose, sachez que voilà, vous êtes en mode distribué, etc. et toujours gardez en tête que vous êtes différent que sur par rapport à du SQL, et que ces données-là, c'est du log, mais ça peut très bien être autre chose. Donc ça, c'est un point très très important. Et ensuite, donc pour un DevOps, il y a une part qui est aussi importante et qu'on n'a pas abordée. Alors vous voyez, c'est beaucoup, hein, mais je dirais c'est devenir DevOps, en tout cas pratiquer le DevOps. C'est une carrière, hein. C'est pas juste en passant 3 mois et en disant ça y est, j'y suis, quoi. Donc derrière, qu'est-ce qu'il y a? Donc c'est aussi trouver les sociétés qui vont vous permettre de progresser dans ces environnements-là, vous progresser avec des problématiques par rapport à chacune de ces briques. Et voilà, ça c'est très très important, je pense. Et derrière, il y a un autre aspect qui est important. Donc c'est tout ce qui est langage. Donc langage de programmation. Derrière, alors bon là on peut en citer en veux-tu, en voilà, autant qu'on le souhaite. Néanmoins, voilà, c'est quelque chose qu'il faut garder en tête, essayer de pratiquer. Alors bien sûr, quand on va commencer, qu'on va faire du système, on va s'intéresser à Bash. Je pense que ça c'est inévitable, bien sûr, et ça va pas être la partie, on va dire, dev, c'est vraiment du scripting pur et dur qu'on va pouvoir coupler à plein d'autres éléments qui sont derrière, les sauvegardes de base de données, le monitoring, etc., etc. Ça c'est important. Au-delà de ça, les langages donc si on veut coupler l'utile à l'agréable, on a Ansible qui est à base de Python, et Python c'est quand même un langage qui est porteur, jusqu'à quand je ne sais pas, mais qui est très très intéressant. Donc dans l'ordre des choses, je pense que après Bash, Python est un langage qui est intéressant, ou éventuellement regarder quel langage fait la société, qui est fait dans la société dans laquelle vous travaillez. Donc ça aussi c'est quelque chose qui est important. Autre langage qui pour moi, si vous voulez passer un cap encore au-dessus, très important, et si vous voulez vous faire des pas vers le SRE, etc., c'est le Go, tout simplement, donc Golang. Pourquoi? Parce que au-delà simplement de la partie langage et code applicatif, côté, on va dire, orienté métier, c'est que côté système, vous allez retrouver beaucoup d'outils qui vont vous permettre de faire
de l'infra as code, de dynamiser vos infrastructures, etc. à base de Go. Donc c'est très très intéressant d'avoir une connaissance dans ce domaine-là. Ça va vous permettre de débugger, ça va vous permettre de suivre les évolutions de développement de ces outils-là. Ça va vous permettre éventuellement, alors là, de passer un cap encore au-dessus, c'est-à-dire de contribuer à ces projets-là et de montrer que vous contribuez à ces projets-là. Donc là, c'est encore tout bénef. Donc voilà. Donc ça, c'est une brique. Ensuite, il y a la brique aussi qu'on n'a pas abordée et qui est très importante, mais qui pour moi, alors ça peut être paradoxal, mais qui pour moi vient, je vais pas dire après tout ça, mais en tout cas, il y a des briques à passer avant d'en arriver là. Par exemple, sysadmin, automatisation à base de Ansible, etc., je le placerai avant, mais il y a tout l'aspect cloud qui pour moi bien sûr est très important, mais malgré tout, je le placerai après, parce que voilà, il y a moyen de se former, on va dire entre guillemets, assez facilement au niveau du cloud, et les briques qui sont en dessous, si vous avez déjà une bonne connaissance de ces choses-là, de l'administration système, par exemple, on va retrouver des notions qui vont faire appel à l'équivalent des IP tables dans AWS, vous allez retrouver les security groups, vous allez pouvoir faire des parallèles, ça va vous aider à apprendre certaines choses. Idem pour tout ce qui est SQL, NoSQL, vous allez pouvoir faire des parallèles également, et là vous allez pouvoir capitaliser encore plus. C'est néanmoins quelque chose qui est important, voilà, parce que beaucoup de sociétés font du cloud, mais attention, gardez en tête que le DevOps nécessite pas forcément le cloud. Le DevOps, c'est l'automatisation, on va dire à outrance, et alors avec du cloud, tant mieux, mais pas forcément avec du cloud. Donc voilà, derrière, si vous voulez faire du cloud, vous en prenez un, vous essayez un petit peu de couvrir, alors vous n'allez pas couvrir tout le cloud en question, mais essayez par exemple de reprendre un cluster cube tel que vous l'avez monté un petit peu à la main en dehors du cloud, refaites un petit peu la même chose dans le cloud pour essayer de comprendre un petit peu les choses. Vient avec le cloud, du coup, très très rapidement derrière, tout ce qui est infra as code dédié au cloud. Donc on va parler principalement de Terraform par exemple, et également voilà, il y a Packer aussi qui vient un petit peu avec. Donc c'est des outils qui sont on va dire qui viennent forcément avec le cloud et qui vont venir et être complémentaires à Ansible. Là, une fois que vous passez à ça, je dirais qu'il y a un espèce de triptyque, hein. C'est Packer, Terraform, Ansible. Être capable d'enchaîner chacune de ces technos-là, c'est une force, et si vous arrivez à le faire par exemple avec du Jenkins ou du GitLab, vous passez une dimension supplémentaire et vous êtes capable de faire des choses et de les répéter, avoir un schéma que vous allez répéter relativement facilement dans le cloud. Voilà. Donc là on a vu un petit peu cet ensemble-là. Alors voilà, les gens qui me disent oui, mais on peut s'y perdre, oui, on peut démoraliser face à tout ça. Ouais, bien sûr, mais si les DevOps coûtent peut-être plus cher sur le marché, c'est aussi parce qu'il y a ça, c'est aussi parce que ça nécessite beaucoup d'investissement personnel au quotidien, tout le temps, de suivre l'évolution de ces technos-là, de faire le tri dans tout ça, de trouver les bonnes sources, et d'essayer d'avoir un cheminement constructif par rapport à un plan de carrière global. Ça, c'est sur plusieurs années, voire dizaines d'années que ça se travaille, atteindre un certain niveau. Donc des fois, on va dire au début, il va falloir faire des sacrifices, c'est-à-dire passer par une étape peut-être déjà de commencer par être administrateur système, comprendre un petit peu mieux le système, travailler ensuite. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait de l'administration système avec une orientation DBA au début. Ensuite, j'ai fait un petit peu de Docker, tout ça couplé avec un petit peu de Ansible ou d'automatisation d'infrastructure. Et puis ensuite est venu un petit peu tout le reste, en essayant d'avoir une approche un peu constructive, avec parfois certains sacrifices de carrière ou certains choix de carrière qui m'ont permis de pratiquer certaines technos comme Kubernetes, etc. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui est important. Et c'est à vous aussi de vous construire cette approche-là, de vous dire d'où est-ce que je pars, où est-ce que je veux aller. Par moment, il va falloir faire des choix. Et par ailleurs, alors je l'ai pas mis, on va dire dans cette approche-là, mais il y a dans cette approche DevOps une tendance, on va dire, assez importante, c'est les microservices. Là, on va dire, c'est une tendance d'architecture, hein, au-delà des choses. Et tout ça, ce qu'il faut garder en tête, c'est voilà,
quand il y a du microservice, il y a des infrastructures avec microservices, en monolithe, donc la transition actuelle, c'est de passer de monolithe à microservice, voire à serverless, etc. Avoir ces choses-là un petit peu en tête quand on travaille ces aspects-là, voilà, c'est quelque chose qui est très très important. J'espère que cette vidéo vous a plu, elle a été un petit peu longue, mais me semble nécessaire pour certaines personnes, parce qu'on me pose très souvent la question. Ça, c'est mon point de vue. Chacun se fait son point de vue par rapport à tout ça. Quand les gens vous disent le DevOps c'est une philosophie, très bien, demandez-leur ce qu'on entend par philosophie et qu'est-ce que précisément cette philosophie apporte. Effectivement, c'est l'automatisation, mais il y a pas mal de gens qui ne sauront pas en dire plus. Voilà. Donc moi, je vous propose une espèce de roadmap, en tout cas au-delà de la roadmap, c'est simplement vous décrire ce périmètre-là. Pourquoi on trouve beaucoup de ces playlists-là sur la chaîne? Parce que voilà, l'idée c'est un peu ce parcours que je me force un petit peu à avancer. Vous voyez que par exemple sur le cloud, j'ai très peu de choses, et il y a des choses que j'ai couvertes, des choses que je n'ai pas encore couvertes, il y a des langages que j'aimerais aborder, que je n'ai pas encore abordés, etc. Et plein de notions qui viennent en parallèle, et sans cesse, quand on aborde ces choses-là, ne pas oublier les fondamentaux, c'est-à-dire le système. Et ça permet vraiment de comprendre plein de choses. Le troubleshooting du système aussi, on en reparlera, c'est quelque chose de très important. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à mettre des pouces bleus, à commenter pour me dire ce que vous avez en termes de parcours de carrière dans votre tête, vers quoi vous souhaitez aller. Est-ce que vous vous retrouvez un petit peu dans tout ça? Je sais que plein de gens se démoralisent quand on aborde ces choses-là. Bah, si vous vous démoralisez par rapport à ça, déjà, première étape, alors ça on pourrait en parler, mais c'est ce que font plein de gens, les gens qui ont réussi des choses dans la vie, on a ce retour-là, c'est-à-dire que face à des choses qui peuvent être compliquées, complexes, eh bien on fait des petites étapes, et on franchit ces petites étapes, et au fur et à mesure, on va un petit peu moins se rendre compte des problèmes, en tout cas des difficultés, on va se mettre moins de pression, et on va avancer progressivement, et petit à petit, on va construire une logique d'ensemble. Et à savoir que là, tout ça, c'est quand même quelque chose de très mouvant. Il y a des technos qui sortiront de ce giron-là, qui n'auront pas plus d'avenir, même si actuellement, peut-être, elles ont un gros avenir, etc. Voilà. À très bientôt, je vous dis, et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Ciao!